Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Ce soir, on va parler surtout des initiatives égyptiennes concernant la solidarité sociale et les programmes présentés ou offerts par le gouvernement pour soutenir les familles en besoin. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. On va diviser notre programme sur 3 parties et on commence par la première partie qui concerne l'Égypte qui, étant une partie du système économique mondial, a été affectée par les séries de crises mondiales actuelles. Toutefois, son programme de réforme ambitieux et solide lui a permis de s'en sortir plus ou moins sans prix lourd. Aujourd'hui, l'État cherche à réaliser des objectifs majeurs face à la conjoncture économique actuelle et le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu plusieurs réunions avec les membres du gouvernement pour étendre les programmes de protection et de solidarité sociale au plus grand nombre de citoyens, notamment dans les zones rurales et les régions les moins riches. Salih Hamed et Yara Choucha nous expliquent. La crise économique actuelle est foudroyante par l'ensemble des pays de la planète. Une crise qui est le fruit de plusieurs autres. La pandémie de coronavirus, l'interruption des chaînes d'approvisionnement, la crise russo-ukrainienne, les bras de fer entre les grandes puissances, le réchauffement climatique, voire également un système économique mondial souffrant et nécessitant une cure probablement inexistante. Ainsi, les économies des États sont le reflet de cette scène internationale chaotique. Et les ménages assument également le prix. En cela, pays riches comme pays pauvres, il n'y a aucune différence. L'Égypte, étant une partie du système économique mondial, a été affectée par les séries de crises actuelles. Toutefois, son programme de réforme ambitieux et solide lui a permis de s'en sortir plus ou moins sans prix lourd. Aujourd'hui, l'État cherche à réaliser 2 objectifs majeurs face à la conjoncture économique actuelle. Sauvegarder les acquis de la réforme économique menée très bravement et minutieusement par le gouvernement, tout en réalisant les intérêts des catégories sociales les moins chères. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu plusieurs réunions avec les membres du gouvernement pour étendre les programmes de protection et de solidarité sociale au plus grand nombre de citoyens. En effet, le gouvernement a annoncé récemment que plus de 900 000 nouvelles familles intégreront le programme Takaful wa Karama, Solidarité et Dignité, ce qui portera le nombre des ménages bénéficiaires de 4 100 000 à plus de 5 millions. Il s'agit de mesures de protection sociale exigées par le président pour faire face à la crise. Raouf Ghaffar, en tant qu'économiste, à quel point le monde souffre des crises actuelles? Et malheureusement, c'est une crise après l'autre. La première, avec le Covid, le monde a souffert entièrement, certainement. En parlant de l'Égypte, nous avons pu, grâce à Dieu, et à cause des réformes économiques qu'on a subies à travers les années précédentes, on a pu résister et, comme vous avez dit dans votre rapport, on a pu passer cette crise sans beaucoup de dégâts, sans beaucoup de pertes, disons. Mais malheureusement, la nouvelle crise Ukraine-Russie, c'était vraiment un vrai coup de grâce parce que c'est parvenu juste même avant que le Covid se termine. Donc, il n'y avait pas le temps de respirer même. Et puis, ça a touché le monde entier. Nous savons tous que la Russie et l'Ukraine sont les plus grands producteurs de grains, de blé, de nourriture, disons, dans le monde. Je pense que leur production représente plus de 30 à 40% de la production mondiale. Donc,
le fait que les chaînes d'approvisionnement ont été interrompues à cause de cette guerre, nous avons tous, sans exception, souffert. Un pays comme l'Égypte, malheureusement, qui compte à 70% et plus de ses besoins sur l'importation, particulièrement sur le plan nourriture, devrait souffrir. Nous comprenons bien que le gouvernement a fait un effort colossal. Nous avons des réserves qui peuvent nous suffire de longs mois, mais il faut toujours penser ailleurs. Et on doit avoir des chaînes d'approvisionnement sécurisées de manière à ce que le peuple ne sente pas une pénurie, surtout en ce qui concerne sa nourriture. Mais on a souffert, certainement. Et non seulement ça, mais ça, une des répercussions de cette crise, c'est que le prix du pétrole et du gaz sont élevés. Donc, encore une fois, la Russie étant le fournisseur le plus important de gaz pour l'Europe de l'Ouest, donc le prix a haussé, ce qui s'est reflété sur tous les prix de toutes choses. Et l'Égypte ne fait pas exception. On a souffert, les prix ont haussé de manière à ce que le peuple est vraiment en peine. Et c'est pour ça que on a pensé à des mesures qui peuvent alléger un tout petit peu cette souffrance. Mais en principe, certainement, ces deux crises ont affecté le monde entier et nous espérons bien que ça se termine assez prochainement pour que le monde reprenne d'une manière ou d'une autre et que son agonie ne continue pas. Vous avez mentionné l'augmentation des prix, surtout du pétrole, et par conséquent les prix de toutes les matières, surtout avec le transport Absolument. Des marchandises. L'inflation qui frappe tout le monde. Oui. Quel est son effet sur les populations et surtout en Égypte? Les prix haussent, certainement. La demande augmente. Eh bien, et c'est toujours la loi. Donc, les produits manquent. Donc, la monnaie change un peu. Et puis, c'est ça. Il y a cette inflation qui affecte tout le monde. On sent que l'argent que nous avons a diminué sur le plan valeur et que la capacité d'achat de cet argent diminue. Donc, c'est un grand problème. Surtout dans les pays comme le nôtre où le niveau de vie, le SMIC, le salaire minimum, n'est pas très élevé. Donc tout le monde souffre. Vous avez parlé des catégories de peuples qui sont moins riches. Moi, je parle de beaucoup de monde qui sont, disons, moins que la ligne de pauvreté. Donc, c'est déjà un problème qui devait être résolu, qui devait être confronté d'une manière pratique et qui, comme je viens de dire, allège un peu les répercussions que le peuple a à cause de cette inflation malheureuse. Face à l'inflation, nous trouvons que la Banque fédérale américaine, qui est le pays le plus riche au monde, a augmenté le taux d'intérêt. Alors, est-ce que les démarches entreprises par la Banque centrale égyptienne vont de pair avec le taux d'inflation? Oui, absolument. Vous avez parlé de l'économie la plus grande, le pays le plus riche au monde. Il a haussé les intérêts. C'est une chose qu'il n'a pas fait depuis de longues années.
Et il a répété ça à plusieurs reprises, donc c'était pas une seule fois, c'est 5-6 fois. Et c'est nouveau. Donc nous devions faire pareil, mais d'une façon un peu plus différente. Surtout que nous dépendons sur les monnaies, disons le dollar et les devises étrangères, pour acheter nos besoins. Donc il faut jouer un peu avec un peu de finesse et délicatesse pour que les choses ne sortent pas. Donc c'est pour ça que notre banque, elle a augmenté certainement les intérêts, mais d'une manière, à mon opinion, disons, pas limitée, mais très délicatement, c'est-à-dire... Raisonnable. Exactement. Ouais. Ce qui marche avec nos besoins, c'est-à-dire... et ça a travaillé. Nous voyons maintenant que le marché commence à se stabiliser d'une manière ou d'une autre. Nous avions des autres problèmes qui ont à faire avec les produits importés qui n'étaient pas des douaniers. On a trouvé la solution et maintenant ça a commencé à être sur le marché et nous espérons que d'ici quelques semaines le tout sera des douaniers et puis nous allons sentir la situation s'améliorer un tout petit peu. Et c'est un problème, c'est une crise, tout le monde souffre et nous, disons, traitons ça avec beaucoup d'intelligence et beaucoup disons, idées scientifiques. Et j'espère que ça va aboutir au bien pour l'Égypte en général et pour le peuple égyptien en particulier. Là, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire les pays riches ou bien les pays en développement, les pays même pauvres, tous, il y en a un manque des produits de base. Alors, est-ce que, voilà, la guerre est là, ça ne va pas se terminer au lendemain. Est-ce qu'on va en souffrir encore durant 2023, à votre avis ? Ou il y a d'autres solutions? Malheureusement, oui. Bon, il y a des solutions, mais ce n'est pas des solutions avec des résultats rapides. Donc, oui, on va essayer d'augmenter notre production dans certains produits, etc. Ben, ça prend du temps. Tout ce qu'on peut faire, c'est que je pense que le monde maintenant se consacre à essayer de rétrécir un peu, d'approcher un peu les points de vue sur le plan Russie-Ukraine, de façon à ce qu'on aboutit à un compromis quelconque pour arrêter cette guerre. Parce que tout le monde souffre et ça ne peut pas continuer. Et si jamais il y a des économies solides qui peuvent résister un mois ou deux ou un an, ça va certainement s'affecter. Donc la solution, à mon avis, c'est de trouver un moyen d'arrêter cette guerre et pour que les choses reprennent. Et nous avons lu et nous avons vu des accords pour laisser passer quelques navires avec des produits, mais ça représente un pourcentage assez minimum à comparer aux quantités. Aux demandes. Exactement. Mais c'est simplement, voilà. Mais en principe, à mon opinion, nous allons souffrir pour quelques mois, mais en espérant bien que cette guerre se termine. Et je suis un peu optimiste, mais je pense que d'ici mars-avril, les choses seront un peu mieux. On espère bien. Face à cette crise mondiale, l'Égypte a entrepris ou bien a pensé à quelques initiatives de solidarité pour soutenir le peuple et surtout les gens en besoin. Là, il y a l'initiative de Takaful ou Karama, ou Solidarité et Dignité. Parlez-nous de cette initiative. Bon, cette initiative est dirigée particulièrement aux gens qui sont très
qui ont besoin le plus, disons. Je ne veux pas utiliser le mot pauvre parce que c'est pas très gentil, mais et qui n'ont pas de moyens de vivre, c'est-à-dire ils n'ont pas de travail, peut-être ils sont un peu vieux, ils n'ont pas de pension parce qu'ils travaillaient irrégulièrement, etc. Et ça représente un pourcentage considérable du peuple égyptien. On ne pouvait pas l'ignorer. C'est pour ça que cette initiative a été dirigée vers ces gens pour essayer de leur donner une pension, bien que petite, mais au moins c'est une pension qui peut les aider à confronter les difficultés de la vie. Et ça a commencé par quelques millions de personnes. Maintenant, avec la dernière initiative, je pense que le nombre a atterri à 20 millions et plus. Donc 20% de notre population, maintenant, peut, disons, compter sur je ne vais pas dire une aide, mais disons un geste, un gentil geste du gouvernement pour les aider à passer dans ces temps très difficiles. Bien sûr. Ça, c'est à propos de solidarité et dignité. À mon opinion, après ces crises, peut-être le nombre va augmenter un tout petit peu. Sur le plan chiffre mensuel qui est donné à ces gens, et d'autre part, les gens qui bénéficient de cette initiative, je pense qu'ils vont dépasser la limite des 20 millions et peut-être nous parlerons de 22-25 millions. Mais en principe, c'est une initiative qui vise pour le bien du citoyen égyptien. Le gouvernement, le président, ils sentent que non seulement nous avons subi des mesures économiques dues au programme de réforme, etc., mais encore avec les crises qui arrivent, ça nous donne de la peine. Voyons beaucoup de monde qui ne peuvent pas vivre avec leurs revenus, et c'est pour ça que cette initiative particulièrement, elle est dirigée vers cette catégorie, et alhamdoulilah, grâce à Dieu, on a pu au moins leur présenter, je ne vais pas dire une vie, mais aisée, quelque chose de raisonnable qui peuvent leur aider dans les mauvais temps. Voilà, pour subvenir aux besoins de la vie. C'est ça. Voilà. Comment choisir ces gens? C'est-à-dire comment on a recensé ces 20 millions, comme vous venez de dire, et préciser bien les gens en besoin vraiment? Je pense que le ministère de Solidarité, il fait des efforts immenses pour justement trouver ces gens. Il y a des études qui sont faites, tout le monde, ils joignent leurs mains pour essayer de chercher ces gens et les trouver. Parce que la plupart sont dans des petits villages, personne ne les connaisse. Donc c'est un travail très pénible pour les chercher, les trouver, et puis étudier leur cas de façon à ce qu'on aboutit à une conclusion que oui, ces gens déservent cette initiative. C'est ça. C'est un travail immense, et ça ne finit pas. C'est-à-dire c'est continu, et ça c'est une chose vraiment qu'on doit contempler sur le plan ministère de Solidarité. Oui, c'était une très bonne idée qui n'existait pas avant. Absolument. Surtout que nous savons tous que il y a maintenant, avec le numérique, etc., on saura le nombre, les cartes d'identité seront un peu plus précises, etc. La plupart de ces gens, ils n'avaient pas. Voilà, exactement. Ils étaient complètement inconnus, invisibles. Invisibles, c'est ça. C'est pour ça qu'on commence à les trouver et on leur tend les mains pour les aider. Voilà.
Non, je passe à un deuxième point. Le programme de Takaful et Karama, Solidarité et Dignité, a été lancé par le ministère de la Solidarité sociale en collaboration avec plusieurs ministères dans le but d'aider les familles les plus nécessiteux. Le programme est appliqué dans 8 gouvernorats. C'est ce dont on vient de parler, mais on va avoir un peu plus d'informations de Salih Hamed et Yara Choucha. L'État sert ainsi plus de 20% du peuple et débloque des pensions et des allocations financières directes et pérennes pour aider les plus défavorisés. D'autres mesures ont été également exécutées depuis seulement 3 mois dans la revalorisation des salaires et des pensions de retraite 3 mois à l'avance, l'ajout de 450 000 familles au programme cité plus haut et le report de la hausse des prix de l'électricité. L'État procède rapidement pour mettre en œuvre le nouveau système de protection sociale conformément aux directives du président As-Sisi afin d'atténuer la charge pesant sur les citoyens et l'appliquer le plus vite possible. Le ministère de la Solidarité sociale a lancé le programme Takaful wa Karama, Solidarité et Dignité en collaboration avec plusieurs ministères dans le but d'aider les familles pauvres. Le programme est appliqué dans 8 gouvernorats. Ce programme a vu le jour en décembre 2015 et apporte un soutien aux parents nécessiteux, mais à condition que leurs enfants soient scolarisés. Le système vise à sensibiliser les familles à l'importance de l'éducation et en même temps encourager leurs enfants à poursuivre leurs études. Chaque famille a droit à 325 livres égyptiennes par trimestre. Une famille qui a 3 enfants scolarisés perçoit 60 livres supplémentaires pour un enfant au cycle primaire, 80 livres pour un enfant au cycle préparatoire et 100 livres pour un enfant au cycle secondaire. Le programme utilise des cartes intelligentes comparables aux cartes bancaires qui permettent aux villageois de retirer leur argent. Il est appliqué dans 753 villages dans 8 gouvernorats, Menia, Beni Souef, Sohag, Luxor, Aswan, Asyut, Qena et Giza, ainsi que dans certains bidonvilles du Caire comme Manchiyet Nasser, Abu Atata, Boulaq al-Dakrour, Izbet al-Haggama et Izbet Khairallah. Il a fallu 1 an et demi pour mettre en place ce programme parrainé par la Banque mondiale en collaboration avec l'UNICEF et ONU Femmes. Le coût du projet est estimé à 507 millions de livres égyptiennes, fournis par l'Union européenne. Docteur Raouf Ghaffar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, en suivant ce rapport, il y a un point très important, tel que on n'aura pas accès ou bien droit à cette initiative ou bien à cette aide de la part du gouvernement que lorsque les enfants soient à l'école. Là, comment vous trouvez cette condition? Ça peut s'appliquer sur beaucoup de citoyens, particulièrement les un peu plus jeunes. Oui. Mais on parle encore d'une tranche qui sont assez âgés et qui n'ont plus d'enfants dans l'âge des écoles. Et franchement, ils n'ont pas de quoi vivre. Je pense que cette dernière... moi, personnellement, je connais quelques personnes qui sont assez âgées et qui jouissent de cette initiative. Non, je parle des familles qui ont des enfants. Absolument, voilà, absolument. C'est une très bonne initiative parce que sinon, ils vont malheureusement retirer leurs enfants des écoles et peut-être les faire travailler quelque part. Et ça, ce n'est pas, pour l'avenir de l'Égypte, ce n'est pas du tout bon. Et c'est pour ça que c'est intelligent, comme je viens de dire, de diriger ce genre d'initiative pour servir beaucoup de domaines. Maintenant, vous parlez éducation, c'est une chose essentielle. Maintenant, on peut pas penser à une communauté ou un peuple qui soit complètement illitéré. Ça n'existe plus. Donc l'Égypte doit changer. Et ça, c'est pour ça que je viens de dire c'est une initiative intelligente parce que ça se dirige vers ça pour encourager
les familles qui ont des enfants de garder dans les écoles et donner un genre de subside pour vous avez dit, pour les écoles primaires, il y a une somme préparatoire, une somme un peu plus grande, etc., etc. Et je pense que ça, c'est pour l'avenir de l'Égypte une chose très importante. Bien sûr. Et vous avez dit, on a commencé par 7 gouvernorats. Je vois que les 7 sont en Haute-Égypte, donc on 8, sait bien si que... je ne me trompe pas. 8 peut-être. Oui, 8. Mais vous avez dit Ena Sohag, Oui, voilà. c'est-à-dire le tout est en bas. Cette zone a été ignorée pour de longues années. C'est la zone la plus pauvre en Égypte, la moins productive certainement. C'est pour ça que si on commence par ça, je pense que ça va se refléter sur l'Égypte entièrement. Il s'agit aussi de la protection des enfants. Comme vous venez de dire, pour ne pas travailler, est-ce que c'était un phénomène que les petits-enfants dans ces régions... Absolument. Ouais. C'est-à-dire dans les zones urbaines, il y avait toujours, et dans la campagne d'ailleurs, les familles avaient une dizaine d'enfants dans certains cas. Et pour eux, c'était important parce que les enfants, une fois qu'ils ont l'âge de 5-6 ans, ils commencent à travailler dans les champs, ici et là. Et c'est une source de revenus pour les parents. Oui. C'est pour ça que maintenant, on ne veut plus ça. Premièrement, il faut changer cette conception et se contenter avec 1, 2, maximum 3. Et puis, justement, les diriger vers l'éducation. Et c'est pour ça que je viens de dire, dans l'avenir, ça c'est une chose excellente. Et ça disons, ça donne une confidence aux parents que leurs enfants seront bien disons, entretenus d'une façon ou d'une autre, et qu'ils ne poseront pas des problèmes sur le plan financier pour leur éducation. Et par conséquent, ils ne vont pas les envoyer travailler ici et là et se contenter avec les sommes que le gouvernement leur donne pour continuer l'éducation de leurs enfants et les rendre beaucoup plus utiles sur le plan communauté que les enfants qui n'apprennent pas et qui commencent à travailler à des âges très très petits. Oui. Sans oublier que l'école est gratuite. Absolument. Et en même temps, il y a des lois fermes contre le travail des enfants. Absolument, absolument. Mais loi ou pas, le besoin, malheureusement, peut-être est un peu plus fort que les lois. Mais dans ce cas, ils n'ont pas de raison. C'est pour ça que c'était, je répète toujours, c'est une initiative qui a été bien conçue et intelligente parce que ça a plusieurs buts. Non seulement aider les gens moins favorisés, comme vous avez utilisé le terme, mais encore pour prendre soin des petits, les éduquer et puis les apprendre, etc., pour qu'ils soient des éléments productifs dans leur communauté quand ils grandissent. Tout à fait. Bon, notre troisième point, il s'agit de vie décente. Le plus grand projet de développement de l'histoire d'Égypte, l'initiative présidentielle pour laquelle fut lancé le plus grand projet de développement de la campagne égyptienne de l'histoire, est une concrétisation véritable de la construction de l'homme et une expérience pratique des priorités des plus hautes autorités. Des initiatives sont lancées pour améliorer les conditions de vie de toutes les tranches sociales et accorder une protection sociale aux catégories les plus nécessiteuses. Salih Hamed et Rachoucha. Le projet national de développement de la campagne égyptienne Vie décente est destiné à 60 millions de citoyens dans plusieurs gouvernorats.
Une somme de 700 milliards de livres lui a été consacrée pour fournir les services exigés par les habitants des campagnes. Il s'agit de projets d'infrastructures, d'eau potable, d'eau usée, d'aménagement des routes, de construction d'hôpitaux et d'écoles, d'acheminement d'électricité, de création d'emplois, de soutien aux petites et moyennes entreprises. Il s'agit également de créer des complexes gouvernementaux pour fournir les services aux habitants des zones rurales, ceci sans oublier le revêtement des canaux, la modernisation de l'irrigation, la fourniture des services d'Internet, la modernisation des centres de jeunesse. L'Égypte possède une vision riche et globale du concept des droits de l'homme dans les divers domaines. Depuis l'accession au pouvoir du président As-Sisi, le dossier des droits de l'homme a connu un essor non seulement dans le cadre de l'initiative Vie décente, mais aussi à travers plusieurs autres initiatives. Parmi ces initiatives figurent 100 millions de personnes en bonne santé, l'initiative du lutte contre l'hépatite C, celle visant à éliminer les files d'attente pour les opérations chirurgicales dans les hôpitaux publics, plus l'intérêt sans précédent accordé aux personnes à besoins spécifiques qui sont devenues une partie prenante de la société. Tous les domaines et les diverses catégories jouissent d'un intérêt et d'un parrainage sans précédent. De nombreuses familles qui habitaient dans des bidonvilles ont été installées dans de nouveaux logements où les services nécessaires sont fournis. Les enfants sans abri ont aussi bénéficié de l'intérêt de l'État qui a déployé d'énormes efforts en faveur du citoyen. En fait, le projet de développement des villages de la campagne est un modèle à suivre dans le domaine des droits de l'homme. Un modèle traduisant les fruits de la réforme et du développement. En plus des messages du projet qui concrétisent les efforts de l'État pour réaliser les aspirations du peuple dans les 4 coins du pays, ce projet est aussi un modèle de justice sociale et de répartition de recettes du développement. Docteur Raouf Ghafar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Une initiative très ambitieuse. Il s'agit de vie décente. Parlez-nous de cette initiative en général, tout d'abord. À mon opinion, c'est l'exemple de la déconcentration. Et nous remarquons, ou déjà nous avons remarqué qu'il y a un mouvement d'émigration des villages envers les grandes villes. Ouais. Donc, les grandes villes sont extra populées de manière à ce que le niveau des citoyens qui vivent commence à baisser. Ouais. Parce que les services ne peuvent pas... quand on parle de services, on parle de tout. On parle d'hôpital, on parle d'école, on parle de tous les services. Et donc, dans le monde moderne, il n'y a pas ce genre de division. Oui. C'est ça. Et il y a toujours, les villages sont là, les villes moyennes sont là, et puis les grandes villes sont toujours là. Et chacune a ses services, a tout ce qu'il faut pour vivre. C'est ça. Et c'est pour ça, c'est ce qui me plaît dans cette initiative. Comme vous l'avez dit, c'est une initiative pas seulement ambitieuse, mais archi-ambitieuse. Pratiquement, elle se dirige vers 60 à 70% de la population. Donc c'est déjà énorme. Énorme. Et à mon opinion, c'est que ça donne aux citoyens une importance plus grande. Un monsieur ou une dame qui vit à 300 km du Caire n'a pas besoin de venir pour, je ne sais pas, faire ses papiers ou bien une carte d'identité, un passeport, etc. Et ça représente une perte de temps, une perte d'effort, une perte pour... Exactement. L'économie souffre. Mais quand on envoie tous ces services chez eux, donc ils n'ont pas besoin de bouger, et ils ont tous les services et toutes les agences chez eux pour leur fournir tout ce qu'ils ont besoin. En plus, comment les banques, les institutions financières vont chez eux pour les aider à établir leur entreprise, à commencer leur propre travail. Et comme ça, ils n'ont pas, encore une fois, besoin de bouger pour chercher du travail ailleurs, mais ils peuvent commencer
déjà chez eux. Et c'est ça qui rend cette initiative, à mon opinion, très, très, très vitale et importante. Et nous avons commencé à voir. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes gens particulièrement qui attendaient qu'ils finissent leur éducation pour immédiatement aller trouver du travail. Maintenant, ils ont leur travail chez eux. S'ils veulent commencer un travail privé, ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils commencent. Et ça rend le développement global. Et ça hausse le niveau de vie de tout le peuple. Pour que ça soit comparable à toutes disons, tous les pays industrialisés, avancés, etc. Et maintenant, nous voyons, par exemple, Internet, c'est partout. On n'a pas besoin de venir au Caire pour trouver Internet. Et nous savons comment la vie moderne dépend sur le numérique, l'Internet, etc. Ça va chez eux. Les écoles vont chez eux, universités chez eux, hôpitaux chez eux. Donc tout ce qu'il leur faut pour vivre, ils peuvent le trouver à quelques mètres d'où ils sont. Et c'est pour ça que, je répète encore une deuxième fois, que cette initiative, vraiment une initiative excessivement intelligente et énormément ambitieuse, certainement. Voilà, comme c'est marqué dans le rapport historique. Là, pour simplifier l'affaire, pour que les téléspectateurs qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez faire la comparaison entre un village avant être modernisé ou bien impliqué dans l'initiative Vie décente, comment il est, et après Vie décente, comment il devient? Bon, un petit exemple, un village, il y a 10 ans, pour aller à l'école, les petits devaient bouger pour des kilomètres. Sinon à pied, par bus, n'importe quoi. Par train. Donc, ils doivent aller pour... Si jamais quelqu'un est malade, ils devaient aller encore plus loin pour trouver un hôpital, pour simplement faire disons, auscultations, etc. etc. Des choses de base. S'il a besoin il a un petit-fils qui vient d'être né, pour lui extraire un certificat de naissance, il a besoin d'aller, encore une fois, loin pour faire ceci. Même si la dame veut accoucher, elle doit, encore une fois, c'est-à-dire tous les services de base et autres n'étaient pas disponibles. Et il devait aller, ce qui lui coûtait, et on parle maintenant de gouvernorat assez pauvre. Donc ça représente encore une pression sur le budget de cette famille. Donc tout le monde était obligé d'aller quelque part pour une banque. Il y avait juste peut-être un bureau de poste qui pouvait donner un peu de service. Maintenant, avec l'inclusion financière, tout le monde doit avoir des comptes banquiers, toutes les transactions sont faites par des cartes ou bien des... on a besoin, c'est ça. Donc, cette initiative, a enlevé tous ces services et les a emmenés chez ces messieurs. En plus, d'aller d'une place à l'autre, on avait besoin d'aller par peut-être sur un âne ou peut-être à pied. Maintenant, il y a des routes. Donc, encore une fois, les réseaux routiers ont résolu beaucoup de problèmes qui faisaient face à ces citoyens. C'est pour ça que maintenant,
tout est chez eux et ils n'ont pas besoin de bouger pour faire n'importe quoi. Pour les services comme l'électricité, l'eau potable, Absolument. tout ça, est-ce que... C'est un plan Ouais. qui a commencé depuis déjà des années et ça tombe dans les droits de l'homme. C'est-à-dire le droit de boire de l'eau saine, ça c'est un droit de l'homme. Et ça ça allait même avant le vie décente, c'est-à-dire une chose de base. Mais en principe, électricité, eau, etc., avec tous ces services qui sont là, donc le citoyen, la personne qui vivait dans un village et qui pensait qu'elle était un peu moins privilégiée qu'une autre personne, peut-être son frère, son cousin, qui vivait dans une grande ville. Maintenant, non. Les deux sont sur le même niveau. Ils sont qu'il a... Et ça, c'est encore psychologique. C'est-à-dire que quand une personne sent qu'elle est, elle est importante, ou bien au moins le gouvernement... Égal. C'est ça. Et il devient de plus en plus productif, utile. C'est une affaire vraiment très importante. Voilà. Là, si je passe à d'autres services, c'est-à-dire, ou bien initiatives, si on parle de la santé, il y a eu plusieurs initiatives concernant la santé. Oui. Comment vous trouvez ces initiatives? Santé, c'est une chose de base. Priorité. C'est-à-dire éducation, santé, ce sont des choses, pas seulement un droit, mais un droit essentiel. Indispensable. Ouais. Et vous voyez maintenant, on commence non seulement à construire des cliniques et des hôpitaux partout, mais il y a maintenant un programme d'assurance médicale qui commence à s'implémenter. On a commencé par le canal de Suez et on va continuer de façon à ce que si quelqu'un, malheureusement, souffre d'une maladie ou d'une autre, il est premièrement sous les yeux du gouvernement, il a son assurance, donc il peut être guéri ou traité au moins sans beaucoup de dépenses d'un côté, et puis il a tout ce qu'il faut près de lui pour qu'il n'ait pas besoin de souffrir la distance. Si jamais c'est un petit, il doit prendre ses parents avec lui, etc. Donc c'est une inconvénience qui touche la famille entière. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus aisé d'avoir tout ce qu'il faut à côté de soi. Comme ça, et on économise surtout les points de vue. Bientôt, on verra l'Égypte comme les grands pays européens, par exemple. Wallahi, on a tout ce qu'il faut. Oui, parce qu'on est sur le bon chemin. C'est ça, et on a tout ce qu'il faut. Nous avons le peuple intelligent, nous avons toutes les choses de base qui existent. Les infrastructures. Et c'est un petit effort pour qu'on aboutisse à ça. Docteur Raouf Ghafar, je vous remercie beaucoup. Merci je à rappelle vous. que vous êtes expert en économie. Merci pour toutes ces explications. Voilà, c'est la fin de notre émission de Direct. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.